Elle est l'une des plus jeunes guerrières de l'histoire. À l'âge où la plupart d'entre nous se demandent comment s'habiller pour aller à l'école, Jeanne d'Arc mène des milliers de soldats français à la bataille contre les Anglais. Censée avoir été inspirée par des visions divines des plus grands saints du catholicisme, Jeanne a pris l'épée pour la première fois à l'âge de 16 ans. Elle était à la tête d'armée à 17 ans et elle a été brûlée sur le bûcher avant même d'avoir 20 ans. Au cours de sa courte vie, elle a réussi à changer le cours de la guerre de 100 ans, mettant fin à la domination anglaise sur la France. C'est pas si mal pour une jeune fille analphabète de la campagne. Mais si la plupart d'entre nous connaissent le nom de Jeanne d'Arc et sa fin tragique, que savons-nous réellement de sa vie? Eh bien aujourd'hui on va découvrir l'histoire de cette simple paysanne qui a changé le cours de l'Europe avant de mourir seule et déshonorée, convaincue d'avoir échoué. On ne connaît pas aujourd'hui la date exacte de la naissance de Jeanne, mais nous savons qu'elle a eu lieu en 1412 dans une famille de paysans assez aisés, le terme moyen est relatif. Le village de Jeanne, dont Rémy, dans le nord-est de la France, était d'une pauvreté affligeante. Pourtant, son père, Jean, réussit à rassembler 50 acres de terres agricoles et la famille vit dans la plus grande maison de la ville. La ville de la jeune Jeanne à Domrémy se résumait à la couture et aux soins des animaux. En tant que jeune fille dans l'Europe médiévale, personne ne lui a appris à lire et à écrire, ni à faire d'autres choses plutôt viriles. En revanche, on lui a appris à prier. La mère de Jeanne, Isabelle Romée, était une fervente catholique. À quel point était-elle dévote? Eh bien, il semble qu'Isabelle ait fait un pèlerinage à Rome plus tôt dans sa vie, un exploit fou pour une femme qui vivait à une époque où se rendre à 3 villages plus loin signifiait une journée de cheval et la certitude d'être tuée par des bandits. Mais Isabelle a vécu à une époque où la dévotion publique conférait à une femme un certain niveau de respect qui n'existait pas ailleurs. La France, au début du XVe siècle, était remplie de femmes visionnaires qui, comme on le croyait, pouvaient communiquer avec Dieu. Bien qu'Isabelle elle-même n'ait jamais prétendu être une mystique, elle a probablement parlé à la jeune Jeanne de ces femmes. Pourtant, le début de la vie de Jeanne est relativement calme. Elle devient maîtresse couturière, travaille à la ferme de son père, se fait une poignée d'amis. Si elle était née à une autre époque, il est peu probable qu'on parlerait d'elle. Il est même douteux que les habitants de Domrémy se soient souvenus d'elle. Mais Jeanne n'est pas née à n'importe quelle époque. Elle est née en 1412 dans le nord de la France, et en 1412 le nord de la France était en proie à un conflit destructeur. Jeanne est née en plein milieu de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans pourrait remporter le prix de l'événement historique le moins bien nommé. En fait, il s'agit d'une série guerre entre l'Angleterre et la France, et elle a duré 116 ans et non 100 ans. Normalement, on devrait mentionner la guerre de 100 ans et passer à autre chose, mais la vie de Jeanne d'Arc a été si courte et si liée à la guerre de 100 ans qu'il faudrait interrompre la narration toutes les 2 secondes pour vous empêcher de dire qu'est-ce qui se passe. Comme un court-métrage amusant de Pixar, voici la biographie rapide de la guerre de 100 ans qui n'a pas duré 100 ans et qui n'était pas vraiment une seule guerre. 1066, le roi normand Guillaume le Conquérant gagne son surnom en conquérant l'Angleterre, mais surtout il conserve ses droits sur le trône de France, tout comme ses descendants. Près de 300 ans plus tard, en 1328, le roi Charles IV de France meurt, et c'est une très bonne nouvelle pour le descendant de Guillaume, Édouard III, qui est le prochain à accéder au trône. À ce stade, on se dit probablement bonne nouvelle, Édouard obtient 2 pays, n'est-ce pas? Mais au lieu de ça, la France couronne Philippe VI, un noble local, tout en soufflant des framboises à l'Angleterre de l'autre côté de la Manche. Lassé par tous ces Français qui se moquent de lui, Édouard entre en guerre avec la France en 1337. En 1360, tout le monde est fatigué de la guerre et Édouard accepte une partie du nord de la France en échange de l'abandon de ses prétentions au trône. La guerre s'est donc arrêtée jusqu'en 1380, lorsque les Français ont couronné le fou Charles VI, un type qui croyait sincèrement qu'il était fait de verre. Charles VI était tellement incapable de gouverner qu'il a créé un vide de pouvoir. En 1407, les maisons françaises d'Orléans et de Bourgogne sont entrées en guerre pour la combler. La maison de Bourgogne est d'ailleurs un nom dont vous voudrez vous souvenir.
Un an après la naissance de Jeanne, en 1413, Henri V est couronné roi d'Angleterre. Désireux de raviver ses prétentions au trône de France, Henri exige d'épouser l'une des filles de Charles VI. Les Français ont répondu alors: non, c'est pas possible, l'Angleterre et la France entrent donc à nouveau en guerre. Mais cette fois, la maison de Bourgogne s'allie aux Anglais. C'est ce qui a conduit au traité de Troyes en 1420. Les Anglais et les Bourguignons ont non seulement botté le cul des Français, mais ils ont aussi emporté leur falzar. Le traité était humiliant pour la France. Entre autres choses, il prévoyait qu'Henri hériterait du trône de France à la mort de Charles, mais Henri a commis l'erreur de mourir juste avant que Charles ne meure à son tour, faisant techniquement du fils d'Henri, Henri VI, âgé de 10 mois, le roi des deux nations. Les Français ont décidé qu'il était ridicule d'être gouverné par un bébé et ont donc fait de Charles un vice-roi. Et oui, on revient à ce vieux jeu français classique qui consiste à bousiller le traité et à souffler des framboises de l'autre côté de la Manche. Seulement, les Anglais n'étaient plus de l'autre côté de la Manche, mais occupaient le nord de la France. Ça inclut non seulement Paris, mais aussi Reims, une ville où Charles de Valois a dû être couronné pour être reconnu comme roi. Telle est la situation en 1425. Les Anglais et les Bourguignons avaient tout ce qui se trouvait au-dessus de la Loire, tandis que Charles de Valois, mijoté au sud, incapable de devenir roi tant qu'il n'était pas arrivé à Reims. Il faudra un miracle pour sortir de cette impasse et mettre fin à ce conflit qui dure depuis près d'un siècle. Heureusement, les miracles, c'est ce qu'a fait Jeanne d'Arc. Alors que Charles de Valois boude, souhaitant devenir roi, la jeune Jeanne d'Arc vit une expérience extrêmement effrayante. Aujourd'hui âgée de 13 ans, la vie de Jeanne à Domrémy est à peu près la même que la dernière fois que nous l'avons quittée, mais il y a une différence majeure. À la puberté, Jeanne commence à avoir des visions de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite d'Antioche et de Saint Michel. Au début, ces visions lui disaient simplement de mener une vie pieuse et de rester vierge, mais au fil du temps, elles ont commencé à lui dire: en fait, si tu devenais une guerrière et que tu mettais Charles de Valois sur le trône, ce serait pas si mal, non? Comme on l'a dit plus haut, les femmes visionnaires n'étaient pas rares en France à l'époque. Mais ça signifie pas que les gens les prenaient au sérieux. Les autres enfants se moquaient certainement des visions de Jeanne, mais les visions persistaient. Jusqu'à un jour de mai 1428, alors que Jeanne avait 16 ans, les saints lui disent soudainement d'aller voir Charles à Chinon. C'est là que le bas blesse. La guerre avait laissé Domrémy, résolument favorable à Charles, complètement encerclé par un territoire bourguignon hostile. Chinon, se trouvant à 500 km, tout voyage entrepris par Jeanne seule se serait probablement soldé par sa mort. Jeanne n'a donc même pas essayé. Au lieu de ça, elle se rend à Vaucouleurs, bastion pro-Charles situé à proximité. Elle y trouve le commandant de la garnison, Robert de Baudricourt, et lui demande de l'envoyer au roi légitime. Robert de Baudricourt lui répond en la jetant dehors: on ne plaisante pas ici. Il a même dit à Jeanne de s'assurer que son père lui donnerait une bonne correction. Repoussée, Jeanne est retournée à Domrémy, probablement en marmonnant des obscénités. Le reste de l'année 1428 s'écoule assez lentement. À Domrémy, le père de Jeanne tente de la marier, mais Jeanne réussit à faire valoir au tribunal qu'elle a fait vœu de chasteté et qu'elle doit rester célibataire. Tout au long de la procédure, Jeanne n'a cessé de parler de ses visions, au point que la nouvelle a commencé à se répandre dans d'autres villages. On commence même à penser qu'elle pourrait être la Vierge qui, selon la prophétie, conduira la France à la victoire sur l'Angleterre. Les rumeurs finissent par atteindre les forces bourguignonnes. Elles réagissent en mettant à sac le village de Jeanne. Et on n'oublie pas que la maison de Bourgogne était alliée à l'Angleterre. La dernière chose qu'ils voulaient, c'était qu'une prophétesse dise que Charles de Valois devait être roi. Si le sac était censé être un avertissement, ça a eu l'effet inverse. En janvier 1429, Jeanne retourne à Vaucouleurs. Alors qu'elle s'y rend, la nouvelle de ses visions se répand. Lorsqu'elle atteint Robert de Baudricourt, elle est une célébrité mineure. Et Baudricourt le remarque. Lorsque Jeanne réitère sa demande de voir Charles, Baudricourt accepte de façon inattendue. Il lui donne 6 hommes armés comme escorte et lui indique la direction de Chinon. C'est ainsi que Jeanne d'Arc est partie voir le roi. Vous vous demandez sans doute pourquoi Baudricourt a changé d'avis d'un coup. Certains pensent que c'était pour se débarrasser de cette paysanne arriviste, d'autres pensent qu'il a remarqué que les Bourguignons
avait mis à sac le village de Jeanne et qu'il s'est rendu compte qu'il devait y avoir quelque chose pour elle. Mais il y a une explication sans doute plus probable. Au début de l'année 1429, les Français sont désespérés. Les nouvelles de la guerre ne pouvaient pas être plus mauvaises. Les Anglais et les Bourguignons se déchaînent dans le nord, tandis que les forces françaises sont en faillite et n'ont pas le moral. Pire encore, en octobre 1428, les Anglais avaient assiégé la ville d'Orléans, qui était d'une importance vitale. Le bruit court qu'Orléans est sur le point de tomber. À ce moment-là, les Français n'ont plus rien à perdre. C'est peut-être la raison pour laquelle le 13 février 1429, Jeanne et sa garde de 6 hommes ont été autorisés à sortir de Vaucouleurs et à partir vers l'inconnu. On ne saurait trop insister sur le danger que ça représentait. Jeanne était une jeune fille qui chevauchait dans un territoire sans loi. Il est facile d'imaginer ce que certains hommes auraient pu lui faire. Heureusement, Jeanne s'en est rendue compte. Avant de partir, elle s'est coupé les cheveux et a commencé à s'habiller en homme. Il y a des preuves que c'était plus qu'un simple déguisement. Au cours de son voyage vers Chinon, Jeanne adopte les habitudes des 6 hommes qui l'accompagnent. Elle dort avec eux, elle s'habille avec eux, elle s'est comportée comme l'un des garçons. C'est quelque chose qu'elle a fait pendant son service dans l'armée de Charles, et c'est probablement la clé du respect que ces hommes avaient pour elle. 11 jours après leur départ, Jeanne et son entourage arrivent enfin à Chinon. Les récits de ce qui s'est passé ensuite sont légendaires. Charles refuse d'admettre cette étrange jeune fille pendant 2 jours avant de la mettre à l'épreuve en se cachant parmi son entourage et en l'appelant. Dès qu'elle entre dans la pièce, Jeanne, qui ne peut pas l'avoir vue auparavant, s'approche directement de Charles et déclare qu'elle a été chargée par Dieu de lever le siège d'Orléans et de le faire roi. C'était une démonstration impressionnante, qui a probablement été égalée lors de l'entretien privé qu'ils ont eu tous les deux, bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude, car aucun document n'a survécu à cet entretien. Ce qu'on peut dire, c'est que Charles est sorti de cette réunion prêt à donner une chance à Jeanne. Il ne s'agit pas seulement d'aller à Orléans, mais aussi de présenter son cas aux autorités ecclésiastiques. L'idée était de les convaincre que Dieu travaillait à travers elle. Au cours des 3 semaines suivantes, Jeanne a répondu aux questions d'un grand nombre de théologiens. Elle répond avec une franchise remarquable. Lorsqu'on lui demande de prouver ses capacités, elle leur dit de l'envoyer à Orléans afin qu'elle puisse faire ses preuves en levant le siège. Finalement, les théologiens ont dû se rendre compte que c'était une bonne idée, car ils ont dit à Charles de faire avec. En avril 1429, Charles accepte. Cette décision aurait pu mettre fin à l'effondrement de son régime. Imaginez donc la propagande, le faux roi envoie une fille trompée mourir au combat, mais mourir à Orléans n'a même pas effleuré l'esprit de Jeanne. Elle savait que Dieu était de son côté et elle était sur le point de le prouver. Pendant que Jeanne essayait de convaincre Charles de l'envoyer à Orléans, sa légende grandissait. Nous le savons parce que l'armée française est tellement fauchée que Charles compte sur des volontaires. Mais lorsqu'il a lancé un appel qui disait en gros qui veut aller mourir avec cette folle en défendant une ville au hasard, des milliers d'hommes ont répondu à l'appel. Des milliers d'hommes ont répondu à l'appel et c'était le premier signe de la loyauté, quasi mystique, que Jeanne était capable de commander. Le 29 avril 1409, Jeanne et sa nouvelle armée arrivent au siège d'Orléans. Jeanne est montée sur un cheval blanc, sa bannière chrétienne brandie. Grâce à un travail de diversion rapide, ils accèdent à la ville. S'attendant à être acclamés comme des sauveurs, au lieu de ça, ils ont trouvé une ville au bord de l'effondrement. À cette époque, Orléans est sous le contrôle d'un homme littéralement appelé le bâtard d'Orléans. Bien que ce titre fasse référence à sa filiation, il aurait pu être utilisé dans notre sens moderne. Le bâtard détestait Jeanne. Il se préparait à se rendre et n'avait pas besoin qu'un paysan en goguette lui dise que Dieu allait les sauver. Il exclut Jeanne des réunions et refusa de lui confier un rôle. C'était une mesure destinée à se débarrasser d'elle, mais c'était aussi une mesure qui ne tenait pas compte d'un point important. Toutes les nouvelles troupes de Chinon sont fidèles à Jeanne, et les soldats d'Orléans se tournent déjà vers elle. Le 4 mai, Jeanne se repose lorsqu'elle a soudain une nouvelle vision qui lui dit d'attaquer les Anglais. Elle saisit son épée et sa bannière et s'élance hors de la ville vers l'est au moment où les Français commencent l'assaut d'un fort. La vue de Dieu, semblant venir à leur côté, rallie les Français.
Alors que Jeanne plongeait au cœur de la bataille, ils commencèrent à se battre avec acharnement. Le fort tombe. Puis le lendemain, un autre, et encore un autre. À l'aube du 7 mai, les Français ont réussi l'impossible. Ils ont brisé le siège. Il ne restait plus qu'à lancer un dernier assaut contre les Anglais, et Orléans était sauvé. Au petit matin, Jeanne mène à nouveau son armée au combat. Les Anglais connaissent désormais l'effrayante jeune fille qui fait se battre les Français comme des lions. Lorsque les archers la voient lever sa bannière, ils la visent. La flèche atteint Jeanne à l'épaule, la transperçant de 15 centimètres. La flèche l'a mise à plat et l'a laissée à l'agonie. Elle est donc évacuée du champ de bataille pour être opérée d'urgence. Dieu vient-il d'abandonner les Français? Il s'en faut peu. Cet après-midi-là, bien que souffrant d'une blessure qui aurait laissé la plupart d'entre nous recroquevillés sur le sol en train de pleurer notre mère, Jeanne retourne sur le champ de bataille. La vue de sa bannière se dressant une fois de plus dans la lumière du soleil de l'après-midi déclenche une grande acclamation de la part des Français. Ils mettent les Anglais en déroute. Le 8 mai, les forces anglaises battent en retraite. Jeanne d'Arc a fait exactement ce qu'elle avait promis de faire. Et le siège d'Orléans est terminé. Si vous avez besoin d'une preuve du pouvoir de Jeanne d'Arc sur le peuple, ne cherchez pas plus loin que ce qui s'est passé après le siège d'Orléans. Les Anglais ayant pris la fuite, les forces françaises se sont lancées à leur poursuite, mais Jeanne leur a dit en termes très clairs que c'était un dimanche et que les bons catholiques ne se battaient pas le dimanche. Étonnamment, ces hommes, rudes, l'ont écouté. Les Anglais ont pu s'échapper. Alors qu'ils battaient en retraite, on dit que Jeanne est allée pleurer sur leur mort, un signe de respect qui ne serait pas réciproque lors de son procès. Jeanne n'avait pas vraiment le temps de pleurer. Elle a déjà une autre tâche à accomplir. Elle doit emmener Charles à Reims. Le problème, c'est que Reims n'est pas comme Orléans, sur la ligne de front. Elle se trouve au plus profond du territoire anglais. Elle pourrait tout aussi bien essayer de l'emmener à Londres, ce serait pareil. Mais Jeanne a continué d'insister, et Charles a fini par dire d'accord, mais il faut d'abord que vous me frayiez un chemin. Et c'est exactement ce que Jeanne a fait. Au cours des semaines qui suivent, son armée remonte et descend la Loire, libérant les villes. Elle est si efficace que les Anglais commencent à croire qu'elle est possédée par le diable. Non pas que Jeanne ait été particulièrement satanique, elle ne s'est jamais battue personnellement, utilisant plutôt sa bannière et sa bravoure pour inspirer ses hommes. Elle a également interdit à ses troupes de piller ou de violer des femmes. La seule chose inhabituelle d'un point de vue médiéval était le poids avec lequel elle insistait pour s'habiller et dormir avec ses hommes. C'est pour cette raison que les historiens modernes ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu être homosexuelle ou transgenre. Enfin, le 8 juin, les forces de Jeanne rencontrent les restes des Anglais à la bataille de Patay. Dire que l'armée de Jeanne les a écrasés serait rendre un mauvais service aux serpillères. Elle les a pulvérisés. Après ça, Charles ne pouvait plus ignorer Jeanne. Lorsqu'elle est revenue, elle lui a dit de ramener son cul de roi à Reims, il a accepté. Alors que Jeanne et Charles chevauchent à travers le nord de la France, les villes tombent les unes après les autres sans même opposer de résistance. Ils libèrent alors Auxerre, Cholon, Troyes. Troyes était l'endroit où les Français avaient dû signer l'humiliant traité avec Henri V. Le 16 juillet, l'armée royale atteignit enfin Reims. Les portes s'ouvrent à leur approche, la cité des rois est tombée. Il y a 2 mois à peine, l'idée d'amener l'armée française à Reims revenait à demander à Jar Jar Binks de se frayer seul un chemin à l'intérieur des appartements privés de Dark Vador. Et maintenant ici, Jeanne et Charles triomphent. Le lendemain, le 17 juillet 1429, Charles de Valois est couronné Charles VII de France. Jeanne se tient à ses côtés pendant la cérémonie, puis s'agenouille et l'appelle son roi. À ce moment-là, ses visions se sont arrêtées. Sa mission était terminée. Et Dieu n'avait apparemment plus rien prévu pour elle. Mais il semble que Jeanne ait pris goût à la bataille. Alors que Charles VII entame une tournée de victoire autour des territoires qu'il vient de conquérir, la pucelle d'Orléans prend une décision fatidique. Elle décide de se rendre à Paris. Le 28 août 1429, Charles VII ouvre des négociations de paix avec les Bourguignons qui, soudain, ne sont plus très chauds de leur alliance avec les Anglais en perdition. Cette nouvelle donne à Jeanne le mauvais pressentiment qu'un traité de paix pourrait l'empêcher d'agir contre Paris. Il s'agissait là d'une affaire importante, car la capitale française était entre les mains des Anglais. Jeanne passe donc à l'action.
Le 8 septembre, elle mène son armée de manière indépendante pour attaquer Paris. Pour rester dans l'élan de notre métaphore sur Star Wars, prendre Paris en 1429, c'est comme essayer de pénétrer dans l'étoile de la mort avec une anchois. Les murs de la ville mesuraient près de 30 pieds de haut. Jeanne a tout de même essayé, brandissant sa bannière et exigeant que Paris se rende. Elle a reçu un coup d'arbalète dans la jambe pour sa peine et a été traînée hors du champ de bataille, criant à ses hommes de poursuivre l'assaut. Au lieu de ça, ils battent en retraite. Lorsque Charles a appris ce que Jeanne avait fait pendant ces délicates négociations, il l'a relâchée. Jeanne l'a peut-être fait roi, mais Charles n'a eu aucun problème à stopper son approvisionnement en armes et en hommes, puis à l'ignorer. S'il l'a autorisée à continuer de se battre, c'était probablement pour la tenir occupée. Une Jeanne qui se promène, libérant quelques petites villes, c'est une Jeanne qui n'attise pas le mécontentement dans l'armée. Pourtant, ce n'est qu'au printemps 1430 qu'il apparaît clairement à quel point Charles s'éloigne de la jeune fille qui a sauvé son régime. Lors d'une tentative de revivre le siège de Compiègne le 23 mai, Jeanne est renversée de son cheval derrière les lignes ennemies. Ne voyant pas l'intérêt de continuer à se battre, elle se laisse capturer par les forces bourguignonnes. Tout le monde s'attend à ce que Charles l'échange rapidement, tout le monde se trompait. Charles n'a pas bougé le petit doigt. Les Bourguignons se retrouvent alors dans une position délicate. D'une part, ils voulaient contenter Charles et signer un traité avec lui, mais d'un autre côté, ils ne voulaient pas renvoyer son meilleur chef sur le terrain pour qu'il prenne d'autres villes bourguignonnes. En juillet 1430, ils sont donc parvenus à un compromis. Ils vendent Jeanne aux Anglais. Lorsque Jeanne apprend la nouvelle, elle tente de se suicider en sautant de la tour du château. Mais elle a survécu et le 3 janvier 1431, elle était remise aux loyalistes anglais dans le nord de la France. Que font alors les Anglais et leurs larbins lorsqu'ils mettent la main sur la fille qui a fait de Charles VII un roi? Ils l'ont emmenée à Rouen et l'ont jugée. Le 25 mars 1431, les autorités ecclésiastiques de Rouen accusent Jeanne sur 70 points religieux, allant de l'hérésie à la tenue vestimentaire masculine. Aussi étrange que ce dernier point puisse paraître, il était légitime. Le verset 5 du Deutéronome 22 contient en effet une interdiction directe de Dieu à l'égard des femmes portant des vêtements d'hommes. Maintenant, vous savez, les procureurs de Jeanne ont tendu des pièges théologiques essayant de la faire trébucher sur la doctrine. L'un des éléments clés du mythe de Jeanne d'Arc est qu'elle a été capable d'éviter ces pièges et de laisser les procureurs avec presque rien. Ces 70 chefs d'accusation initiaux, les autorités ont été contraintes d'en rejeter 58. Mais il ne faut pas croire qu'il s'agissait d'un simple débat théologique. Dès son arrivée à Rouen, Jeanne est détenue dans des conditions épouvantables. Elle est enchaînée à un lit répugnant dans une prison insalubre et reçoit juste assez de nourriture pour ne pas mourir. Jour et nuit, des gardes masculins la surveillent, la raillent et la menacent d'agression. Le 18 avril, les conditions de vie de Jeanne l'ont rendue gravement malade. Convaincue qu'elle était en train de mourir, elle a supplié qu'on lui permette de voir un prêtre. Sa demande est refusée. Enfin, le 24 mai, les autorités en ont assez. Incapables de régler les 12 derniers points, elles ont traîné Jeanne à l'extérieur pour un simulacre d'exécution et lui ont dit: signez cette confession, ou cette exécution la prochaine fois, ce sera pour de vrai. Jeanne a signé. Le document contenait une clause très spécifique lui interdisant de s'habiller à nouveau en homme sous peine de mort. Il semble que cette clause ait été insérée très délibérément, car quelques jours plus tard, les autorités sont venues rendre visite à Jeanne en prison et l'ont trouvée habillée en garçon. La version officielle est que Jeanne avait prétendu que les saints lui avaient ordonné de porter ses vêtements, mais d'autres sources suggèrent que la cause était bien plus sombre. Les hommes qui gardaient Jeanne l'auraient déshabillée et lui auraient donné le choix entre revêtir des vêtements masculins ou rester nue devant eux. Sachant ce qui se passerait si elle restait nue, Jeanne choisit les vêtements. Quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Le 30 mai 1431, Jeanne est emmenée hors de la place de Vieux-Marché et est attachée à un pieu. On dit que l'un de ses gardes lui a glissé un crucifix en bois sur le chemin pour la réconforter. En cette chaude journée de printemps, Jeanne est brûlée vive. Le bourreau n'avait pas le droit de soulager sa misère en la tuant avant que les flammes n'atteignent sa chair, et Jeanne mourut
en hurlant d'agonie. Les derniers mots qu'elle aurait prononcés sont les lamentations pitoyables d'une adolescente suppliant Saint Michel de la secourir. Mais l'ange n'est jamais apparu. Une fois l'exécution terminée, les autorités ont fait brûler à nouveau ses restes, puis ont dispersé ses cendres dans la rivière. L'histoire de Jeanne d'Arc était terminée. Ou peut-être que non. 19 ans après l'exécution de Jeanne, Charles VII chevauche à Rouen. La guerre de Cent Ans touche à sa fin et les Français sont sur le point de remporter la victoire. Dans un établissement situé dans la ville où son ancienne sauveuse a été brûlée à mort, Charles ordonne une enquête sur le procès de Jeanne. Cette enquête aboutit au Vatican où, en 1456, le pape Calixte III annule toutes les accusations portées contre elle. Lorsque la nouvelle parvient en France, Jeanne est élevée au rang de martyr. Les 116 années de conflit avaient finalement pris fin en 1493. Et la France, dévastée par la guerre, avait besoin d'une héroïne nationale. Elle en a trouvé une, en la personne de Jeanne. Elle y est restée depuis. Le 16 mai 1920, le pape Benoît XV l'a canonisée. 4 jours plus tard, le Parlement français déclarait une journée nationale en son honneur. Aujourd'hui, elle est sans doute plus célèbre encore que Charles VII, Henri V ou n'importe lequel des rois oubliés qui se sont battus et se sont déchaînés autour d'elle. Mais l'héritage de Jeanne ne se limite pas à son souvenir. On peut encore voir l'effet qu'elle a eu sur le monde entier. Les historiens pensent qu'il est peu probable que Charles VII ait gagné la guerre de Cent Ans sans Jeanne. Cela signifie une victoire anglaise, ce qui, aussi formidable que ça puisse paraître, aurait signifié l'absence d'une nation française unie. Songez-y, pas de France, pas de Révolution française, pas de Napoléon, et donc pas de monde moderne. Pour prendre un exemple au hasard, il n'y aurait pas de système métrique, pas d'achat de la Louisiane, pas de France pour soutenir les Américains dans les guerres révolutionnaires, la planète entière serait complètement différente. Jeanne d'Arc a-t-elle été divinement inspirée ou n'était-ce qu'une paysanne délurée dont la croyance a suffi à faire d'elle une guerrière? Eh ben peu importe. En 19 ans sur Terre, Jeanne d'Arc a changé le monde comme le font rarement les rois et les empereurs. Elle est peut-être née sans rien, mais elle est morte, Sainte Jeanne d'Arc, l'héroïne de la France. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu ne veux en manquer aucune des suivantes, abonne-toi et on se dit une prochaine.